Nous sommes avec un aventurier qui a fait un tour du monde de 6 mois et qui a pour cela tout quitté, Paris, sa vie de journaliste télé. Dans ce tour du monde, il y a eu les orages, la haute altitude, la faim. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Roberto. Roberto Garçon, il a passé donc 6 mois à traverser la Jordanie, il s'est enfoncé dans l'Amazonie, il a découvert le Brésil, exploré la Thaïlande. Il y a eu des courtes escapades également en Italie, aux États-Unis, en Angleterre, puis les grands défis. Et notamment, il a pu partager le quotidien des nomades de la vallée de Dana, la révolte des indigènes équatoriens, la ferveur des Brésiliens en pleine élection, ou bien encore la sobriété des moines qui font vœu de silence. Et c'est dans cette retraite en Thaïlande, dans un monastère, que Roberto nous emmène aujourd'hui avec lui. La Fabrique Audio et TV5 Monde présentent Les Aventuriers. Les Aventuriers, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts ou pour devenir sponsor des aventuriers, lafabriqueaudio.com. Bonjour Roberto. Bonjour et merci pour cette grosse présentation. Alors je le disais, c'est un tour du monde qui a été opéré pendant 6 mois. Quel était le moteur, le déclencheur, cette envie de faire ce tour du monde ? Alors, le déclencheur, ça a été en fait un peu ce que j'appelle aujourd'hui ma vie d'avant. C'est-à-dire que j'avais un tas, donc je suis journaliste de profession. Mais c'était pas juste le métier, c'est que j'étais à un stade de ma vie, je suis assez jeune, j'ai 24 ans, j'ai 23 ans à l'époque. Et j'ai commencé à travailler jeune et tout. Et à un moment, je me suis dit, c'est un peu la fameuse quête de sens, mais je me suis dit, ok, là, ton quotidien, il te convient pas, t'as l'impression que les années, elles passent trop vite. On va dire que le schéma classique du tu vas au travail tous les jours, t'avances un projet après l'autre et ton état émotionnel dépend de ta réussite professionnelle, etc. Et donc je me suis dit écoute, il faut que tu expérimentes autre chose. Alors je voyageais déjà beaucoup, mais il fallait que ce soit plus radical, il fallait que j'accepte de quitter mon travail, que j'accepte de quitter tout ça sans filet. Et donc ça a vraiment été une quête du tout et du rien, de me dire ok, c'est quoi d'être libre, et on va essayer de le comprendre. Alors, ce mot de radical que tu viens de citer, c'est un mot que tu utilises régulièrement parce qu'on a pu correspondre ensemble via Instagram, je le dis, via l'Instagram des aventuriers. Et dans cet Instagram, tu me disais, dans ces messages, tu me disais que tu avais souhaité vivre des expériences radicales, t'y soumettre à ces expériences et voir ce qu'il pourrait en advenir. Pourquoi ce besoin d'aller vers des expériences radicales, des expériences qui, au fond, peuvent être difficiles ? Très bonne question, parce que pour moi c'est un peu là que j'ai justement tout l'intérêt de l'aventure en tant que telle, que je différencie un peu des vacances, que je différencie un peu du voyage de manière générale. Et en fait c'est que alors employer le mot avec parcimonie, mais dans la souffrance, parce que c'était aussi ce qui était par exemple le cas en Amazonie, c'était aussi ce qui était par exemple le cas en Thaïlande, on va en parler. Dans la souffrance, en tout cas la souffrance du corps, la souffrance de l'esprit, c'est vraiment là qu'il commence à se passer quelque chose pour moi. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de souffrir pour s'émanciper, mais moi j'ai trouvé dans la souffrance, en tout cas physique, ou en tout cas dans le fait d'endurer, j'ai trouvé vraiment quelque chose d'assez salvateur, d'assez émancipateur. Et donc forcément dans le radical, pour moi, si tu veux, il y a l'idée de te dire, vu que je vais faire des choses que je n'ai jamais fait avant, nécessairement, il va se passer quelque chose qui ne s'est jamais passé avant. Donc pour moi, ça revient aussi à la zone de confort, c'est-à-dire que si on fait constamment la même chose, et le voyage n'en est pas exempt, on peut complètement voyager dans sa zone de confort. Si on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, nécessairement, il y a autre chose qui va se passer. Et si j'avais continué à voyager de la même manière, il se serait passé les mêmes choses qu'avant. Une phrase qui t'a accompagné tout au long de ce périple, c'est celle de Rosa Luxembourg, cette militante socialiste, communiste, théoricienne également marxiste. « Celui qui ne bouge pas ne sent pas ses chaînes ». Ça, c'est une phrase qui t'a inspiré, je dirais. Complètement, c'est même l'une des sèves de ce voyage. C'est une phrase qu'en fait je connaissais avant ce voyage. Et complètement, parce que moi c'est vraiment l'idée de si tu te mets en mouvement, c'est toujours la quête du mouvement. Si d'un coup tu te mets en mouvement, si d'un coup tu te mets en action, dès lors
il commence à se passer quelque chose. Et tu te rends compte de qu'est-ce qui te retient. Qu'est-ce qui, dans ma vie, fait que j'ai peur de faire ceci, j'ai peur de faire cela. Et si tu te mets jamais en mouvement, donc si tu ne secoues jamais tes chaînes, j'imagine que tu le sauras jamais, ou peut-être un petit peu trop tard. Alors c'est des questions philosophiques, mais c'est toujours difficile de se dire où est la limite, où est le bon dosage, parce que trop de mouvements, l'homme ou la femme se perd, et effectivement pas assez de mouvements, ça peut l'emprisonner. Bah, complètement, c'est-à-dire qu'il faut faire... c'est aussi des questions que j'avais pendant le voyage et que j'ai aujourd'hui dans ma vie, parce que j'ai pas encore réussi à retrouver l'équilibre, c'est-à-dire entre cette vie, on va dire, d'aventure, etc., la vie d'avant, on va dire, plus classique, traditionnelle, professionnelle. Aujourd'hui, je suis en train de chercher l'équilibre entre les deux. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, mais moi j'imagine que c'est pas tant dans un équilibre au quotidien, parce que c'est très dur de dire je vais être aventureux de 10h jusqu'à 20h, puis de 20h jusqu'à minuit, je vais réussir à bosser. Non, je pense que c'est un équilibre de vie sur du plus long terme. C'est peut-être d'alterner entre des moments de mouvement pur, donc de pur voyage, etc., où rien nous retient, peut-être des moments un peu plus, j'ose le dire, chiants, où il faut qu'on règle les trucs du quotidien, il faut qu'on trouve un moyen de payer son loyer, ou en tout cas de payer sa bouffe et de payer ses trucs. Et c'est peut-être l'idée, c'est peut-être d'arriver à rendre le truc le plus fluide entre les deux, pour qu'on n'ait jamais l'impression d'être en train d'attendre le moment d'après, mais aussi de profiter ce qu'on a au moment où on l'a. Il y a des grandes lectures qui t'ont inspiré, peut-être dans ton enfance, dans ton adolescence. Il y a des aventurières, des aventuriers qui t'ont amené finalement sur ce chemin qui a été le tien là, sur 6 mois en faisant ce tour du monde. Bah écoute, mes références, elles sont avant tout, je pense, fictives, cinématographiques. Ce que tu dis justement quand j'étais enfant, donc moi j'ai vraiment grandi avec des films que me montrait mon père, donc ça va être Indiana Jones, ça va être King Kong aussi, les vieilles versions avec Jessica Lange, mais aussi l'original aussi, et celle de Peter Jackson. Donc c'était un peu moi mon imaginaire d'aventure quand j'étais gamin, qui était un peu, alors qui est assez déconnecté de la réalité bien sûr, mais c'était un petit peu cet imaginaire-là que j'avais du voyage. Donc c'est beaucoup le cinéma. Je pense aussi à un film que j'avais vu quand j'étais au collège ou au lycée, qui s'appelait La vie rêvée de Walter Mitty, avec Ben Stiller, où en gros c'est un mec qui a la vie un peu supra-chiante. Il bosse dans un journal, mais il bosse à la photo au négatif, il a jamais quitté son état des États-Unis et tout. Et je pense que tous ces films-là que j'ai commencé à regarder assez jeune ont très vite fait que j'ai toujours eu un fantasme d'être ailleurs, que ce soit effectivement dans les montagnes, dans la jungle, dans le truc, mais que c'est ailleurs que ça se passait pour moi, et que c'était difficilement uniquement dans la ville, quoi. Mais je n'ai jamais fait de voyage remarquable ou digne d'intérêt. Mais vous avez pas fait des trucs remarquables ou dignes d'intérêt? Allô? Vous êtes toujours là? Oui. Eh ben, vous êtes tombé dans les pommes? Non, j'ai déconnecté. Ah, d'accord. Alors avant la retraite en Thaïlande, dans ce monastère, une retraite dont on va parler dans un instant, tu avais donc fait ce tour du monde. Là, la retraite, c'était quasiment la dernière étape. Et juste avant la retraite en Thaïlande, tu avais déjà passé 1 mois en Thaïlande, mais donc sans faire cette retraite. C'était à la fin de ton tour du monde. Quel était le rapport que tu entretenais avec la Thaïlande? Il me semble que cette expérience en Thaïlande avant la retraite t'a pas énormément plu. En fait, c'est ça, c'est que, en fait, c'est un peu ambivalent comme sentiment, c'est-à-dire que, donc voilà, moi, selon mon voyage, je partais soit tout seul, soit je ramenais, entre guillemets, quelqu'un avec moi, un pote avec moi, selon l'expérience. Et là, sur cette partie de la Thaïlande, m'ont rejoint mon frère et ma mère. Donc je les ai un peu inclus aussi dans ce voyage, parce qu'en fait la Thaïlande, donc ça c'est un peu un angle familial, mais la Thaïlande est le pays de cœur un peu de ma mère, qui est un pays qu'elle a découvert il y a des années, dont elle est complètement amoureuse, etc. Elle a envie de faire sa retraite là-bas et tout. Et on n'y était jamais allé avec elle. Ça fait des années qu'à Noël, au truc, on économisait, on lui mettait dans une cagnotte pour qu'elle puisse se payer le billet et tout. Et donc moi, quand j'ai décidé de partir, je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, ça fait des années, moi je travaille, mon frère faisait autre chose et tout, donc on pouvait jamais. Je lui ai dit écoute, est-ce que ça te dirait là, moi je vais aussi aller en Thaïlande parce que ça m'intéresse de faire une retraite. Est-ce que ça te dit que voilà, on le fasse à ce moment-là? Donc
En fait, l'expérience m'a plu d'un angle familial, c'est-à-dire d'être avec ma famille et tout, dans ce qui était un peu le rêve de ma mère. Donc c'était assez intéressant de visiter le rêve aussi de quelqu'un d'autre, qui est pas le nôtre. Et voilà, parce que je pense que je serais pas forcément allé en Thaïlande naturellement. Mais l'expérience du pays en tant que tel a été un peu compliquée, parce que j'ai trouvé ça ravagé par le tourisme. Nous, on a fait quand même pas mal de trucs. On est allé à Phuket, donc qui est complètement touristique. On est allé à Bangkok, que j'ai pas mal aimé. Les alentours de Bangkok, je suis allé à Chiang Rai, à Chiang Mai. Et en fait, c'est assez... j'ai eu beaucoup de mal, en fait, avec le fait qu'il y ait des touristes absolument partout. Alors, j'en faisais partie, je peux rien dire. Mais j'ai eu beaucoup de mal à connecter vraiment avec le pays, parce qu'il y avait constamment la barrière de l'argent. Il y avait constamment la barrière du filtre occidental, de l'européen occidental qui par là-bas payait les trucs moins chers. Donc c'était très très dur en fait d'arriver un peu à connecter avec le pays ou les habitants, parce que eux naturellement te voient aussi comme juste une pompe à fric, quoi. Ils te voient aussi comme un portefeuille ambulant, donc et je les comprends complètement, tu vois, donc c'était assez compliqué, ouais, à ce niveau-là. Tu avais décidé de faire ce travail d'introspection, d'aller dans cette retraite en Thaïlande à la fin de ce voyage, et d'aller un petit peu, j'allais dire, au bout de tes capacités, en tout cas au bout de ce que tu ne connaissais pas, hein, avec cette retraite, une retraite méditative. Alors raconte-nous l'aventure dans cette retraite avec ces moines, comment ça s'est passé, où est-ce que tu étais situé pour cette retraite ? Alors comment s'est passée l'arrivée là-bas, si tu veux. Donc je quitte ma famille. On était dans le sud de la Thaïlande, à Kata, et donc je les quitte et je vais au nord, vraiment au nord complet, à Chiang Mai. Donc il y a une ville plutôt, en tout cas moi de mon expérience, je suis resté que quelques jours, mais qui est plutôt tranquille, qui est un peu le repère des digital nomades, donc des gens voilà qui vont passer leur vie dans les auberges de jeunesse avec des ordis pour bosser de loin, et qui est une ville plutôt calme en fait. Et le temple s'est situé là-bas, et il faut savoir qu'en fait si vous faites les trucs, on va dire entre guillemets, bien et tranquillement, vous n'êtes pas du tout censé payer une retraite. C'est pas du tout des choses qui sont censées être payantes, si elles sont vraiment, on va dire, organisées par des Thaïlandais dans le respect de la culture là-bas. Donc moi c'était le cas, j'étais donc dans un temple où le principe c'est qu'on doit se soumettre complètement à toutes les règles, sinon ils nous dégagent, mais à aucun moment il y a une question de payer le fait d'être là-bas, ne serait-ce que payer le logement, les repas, tout est gratuit, à la fin on fait une donation. Mais c'est super important, je trouve, à dire, parce que voilà, on n'est pas dans le cadre de j'ai payé une retraite d'introspection méditative avec des workshops, etc. Non, c'était vraiment, on va vivre comme eux. Et on était au milieu, on était peut-être, je pense, 10 internationaux, comme ils disent. Et il y avait par contre des centaines de Thaïlandais sur le site qui, eux aussi, participaient à la retraite. Quand tu dis on va vivre comme eux, ce eux, c'est qui ? Alors en fait, on va vivre comme les personnes qui donc en l'occurrence les moines. Alors on vit pas exactement comme donc les moines bouddhistes, en l'occurrence c'était Vipassana qu'on faisait, qui est une méthode de méditation et une culture de la méditation particulière. Et alors on vit exactement pas exactement comme eux, parce que c'est des moines, il y a tout un truc qui les entoure. Mais pour faire simple, ça veut dire qu'on avait une vie monacale, quoi. Donc on se réveille à 4h du matin, on se couche à 22h le soir. À partir de 10h30 du matin, on ne mange plus jusqu'au lendemain. Ensuite, on n'a pas le droit de lire, on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit d'avoir un téléphone, un appareil photo, etc. On n'a pas le droit de se connecter à Internet. En fait, on a le droit à rien d'autre que ce qui nous impose. On n'a pas le droit de parler non plus, bien sûr. Donc, ce n'est pas exactement à 100% la vie que vivent les moines, parce qu'ils ont d'autres obligations et d'autres trucs, mais c'est le propre de la vie monacale, c'est-à-dire vraiment... Enfin, même eux avaient leur téléphone, si tu veux. Donc nous, on avait encore moins de droits qu'eux. Donc c'est vraiment une vie où tu ne fais rien d'autre, où tu n'as le droit à rien d'autre que méditer ou manger quand on te dit de manger et dormir quand on te dit de dormir. Alors comme ça pourrait paraître un petit peu ennuyant. Est-ce que ça l'est ? Est-ce qu'on ressent de l'ennui quand on est dans cette retraite ? Bah en fait, si tu veux, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Est-ce que c'était ennuyeux et tout ? Et je trouve que c'est absolument pas ennuyeux, parce que la méditation n'est pas ennuyante.
elle est même très compliquée, parce qu'on médite à peu près 10 heures par jour, donc c'est énorme. Et si mes journées, elles avaient été passées à juste m'allonger dans un temple et à faire des étirements et attendre que le temps passe, je pense que il n'y aurait pas eu de souffrance, quoi. Mais en fait, la méditation, elle te pousse tellement à venir chercher des trucs en toi et à placer ton cerveau dans un état très particulier et ton corps dans un état très particulier que t'es dans un effort constant. C'est comme si on demandait à quelqu'un qui fait du gainage au sport, est-ce que c'est ennuyeux ? Bah non, c'est pas ennuyeux parce que tu te concentres, parce que tu peux pas lâcher ton gainage, parce que sinon tu tombes, parce que sinon il faut que tu recommences. Et au contraire, les rares moments que j'avais où il ne se passait rien, et c'était très rare parce qu'on avait quand même des journées assez remplies, des fois je passais le balai, on devait passer le balai 2 fois par jour, mais moi j'adorais ces moments-là, quoi, où on devait par exemple faire notre vaisselle, quoi, normal, mais j'adorais les moments où mon cerveau n'avait rien à penser ou rien à calculer, quoi. Donc au contraire, l'ennui c'est quelque chose que je cherchais, parce que sinon mon corps il était constamment sous tension. Tu l'as dit, dans la journée, c'est beaucoup de méditation, un lever à 4h du matin, un coucher aux alentours de 22h, et puis on arrête de manger à 10h30. Alors on fait de la méditation évidemment, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre à part passer le balai ? Alors qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Alors si tu veux, quand on commence la journée, donc on la commence à 4h du mat, il y a une cloche, voilà, qui sonne que nous, donc on vivait sur le temple, donc on vit sur le temple nous, les moines, il y a des nonnes aussi, et tous les apprentis comme nous. Et donc à 4h sonne la cloche, à 4h20 on doit faire donc les chantings comme il dit, donc on passe je crois à peu près, je ne sais plus exactement combien de temps, peut-être une demi-heure à faire des chants, donc dans un livre, on comprend rien à ce qui est dit, mais qui sont un peu comme des prières qu'on fait le matin. Et à partir de ça, jusqu'à 6h du matin, on médite. Après, à 6h, on a le droit de manger un premier repas qui était généralement des nouilles et des légumes. Une fois après avoir mangé ça, il faut qu'on passe le balai autour de nos propriétés. Et une fois qu'on a passé le balai, on remédite. Ensuite, il est 10h30, donc tu as le droit de manger ce qui va être ton gros repas de la journée. Donc tu manges et ensuite tu médites. Et à genre 16h de mémoire, tu avais le droit de parler en fait à 2 moines. Un qui était un peu notre moine référent qui parlait anglais, qui était le seul à parler anglais. Et ensuite, il y avait Prajem Supal, qui est un peu une grande figure de la méditation là-bas, qui était un grand professeur, qui était un peu le numéro 2 du bouddhisme dans cette région de la Thaïlande. Et lui, en fait, on devait lui présenter chaque jour, c'était un peu comme un examen, ou en tout cas comme un devoir plutôt, on devait lui présenter chaque jour, ok, hier j'ai médité tant d'heures, j'ai réussi à faire tant de trucs, et lui nous disait dans ces cas-là, c'est bien, c'est pas bien, c'est très expéditif, c'était en quelques minutes, et il nous disait c'est bien, c'est pas bien, et le lendemain, il nous imposait, donc, je sais pas, on avait réussi à faire 7 heures, il allait nous dire, écoutez, demain, faites-en 8. Et là, vous avez fait des sets de méditation qui duraient 45 minutes par 45 minutes. Demain, vous faites 50 minutes par 50 minutes. Et nous donner comme ça des devoirs. Et après, à partir de ce moment-là, on n'avait rien d'autre à faire que méditer jusqu'au lendemain. Mais on avait des devoirs, si tu veux. C'était pas juste, on médite, on s'amuse. Fallait qu'on avance progressivement dans notre pratique de la méditation. Alors c'est une question que je vais te poser, qui est certainement celle que tout le monde te pose, mais est-ce que tu arrives réellement à ne penser à rien quand tu fais de la méditation ? D'autant plus que tu sortais d'un tour du monde, là t'en étais à ton 5e mois, les jours passés, t'avais vu plein de choses dans ce tour du monde, t'avais rencontré plein de cultures différentes, plein de personnes différentes, il y avait plein de choses dans ta tête, dans ta mémoire. T'arrivais à faire un reset et à faire de la méditation sans penser à rien ? Alors, très bonne question, parce que c'est tout l'enjeu de la méditation. Enfin, en tout cas, c'est l'un des grands enjeux de la méditation. C'est d'arriver, en tout cas, si ce n'est penser à rien, c'est d'avoir le pouvoir de penser à rien et de te détacher d'un coup de tes émotions et de ce qui se traverse la tête, d'un peu de pouvoir valdinguer les idées en une seconde. C'est très compliqué. J'y suis arrivé quelques fois, au bout de plusieurs jours déjà. Mais le début, il faut imaginer que le début, c'est peut-être les 3 premiers jours. On m'avait dit que c'était les plus durs et c'est le cas. Il y a toute ta vie qui défile. C'est-à-dire que c'est même pas les 6 derniers mois qui défilent, c'est toute ta vie. J'avais des souvenirs de quand j'étais gamin à la piscine à Cannes-sur-Mer dans le sud. J'avais des souvenirs d'une fille dont j'étais amoureux en CM2. J'avais des souvenirs de disputes de mes parents. J'avais des souvenirs de mon frère. J'avais des souvenirs de ma sœur. Puis d'un coup, j'avais des souvenirs du collège. Enfin, j'avais comme ça des sortes
c'est comme si ça défilait comme un film. Je ne pouvais pas du tout contrôler ce qui se passait, et le fait de me placer en état méditatif faisait que j'avais tout qui défilait sans contrôle. Et peu à peu, tu commences à comprendre comment revenir à ton état, on va dire, profond, primaire, et à valdinguer les idées. Mais les moments où tu ne penses à rien du tout, ça demandait la concentration la plus énorme du monde. Et je peux pas te dire que j'ai réussi tous les jours, hein. Des fois, il y a une méditation où j'allais y arriver. Je sais pas, j'allais avoir 20 minutes où effectivement, il y avait rien dans ma tête. Puis ensuite, j'allais avoir 30 minutes où limite, je faisais des crises d'angoisse parce que j'avais 10 souvenirs qui se confrontaient en même temps et qui se battaient pour prendre leur place. Et ça, c'était sûrement le plus dur, j'imagine. Tu as le sentiment que tu pourrais à nouveau faire ce type de méditation dans un quotidien que tu as repris depuis que tu es revenu de ton tour du monde? Il y a un côté, si tu veux, oui, je continue à méditer de temps en temps, etc. Rien à voir avec 10 heures par jour, parce que faut que j'ai une life, quoi. Mais je continue à méditer, mais pas autant que je le voudrais ou que je le pourrais. Cependant, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça sera jamais possible de méditer comme on méditait dans un temple. Ou ça ne sera jamais possible de méditer comme le font les moines, parce que leur méditation est extrêmement proche et elle est intrinsèque à leur mode de vie. C'est-à-dire que pour atteindre les états que j'atteignais en méditation, ou que les moines atteignent après des années de pratique, il faut savoir, donc beaucoup plus que ce que j'avais bien sûr, il faut savoir que du coup tu manges pas, donc ton corps est dans un certain état, il faut savoir que tu n'es pas du tout distrait par le monde extérieur, donc par ton téléphone, par les infos, par les news, par tes rendez-vous de la journée, etc. Donc de fait, quand tu arrives en état de méditation, ton corps n'est pas le même, ton esprit n'est pas le même. Donc tu peux continuer à méditer parce que ça t'apporte une sorte de pommade et de contrôle au quotidien, mais je pense que tu ne pourras jamais atteindre les états que tu atteins quand tu es vraiment dans une vie monacale, parce que pour atteindre ces états, ça te demande en fait des sacrifices sur ton mode de vie qui sont énormes. Et la vérité, c'est que bien sûr, je peux méditer pendant 1 heure, mais si à la fin, je suis capable de prendre mon portable, ou je suis capable de marcher dans la rue, d'aller au resto avec des potes, je serai jamais dans le même état, quoi. Ça sera jamais la même chose. Là, on parle de ces moments de la journée où tu faisais de la méditation, ces moments de la journée où tu mangeais, où tu passais le balai. Mais qu'advient-il de la nuit? Où est-ce que tu dormais? Est-ce que vous étiez plusieurs dans un dortoir? Est-ce que tu avais une pièce pour toi tout seul? Est-ce que les lits étaient confortables? Comment ça se passait? Écoute, nous, pour dormir, on avait chacun notre chambre. Alors, il faut savoir que les hommes et les femmes étaient séparés dans des sections vraiment différentes. Et donc moi dans ma chambre j'avais quoi? J'avais un lit très simple, c'était vraiment les futons un peu thaïlandais. Il y a beaucoup de lits comme ça en Thaïlande, c'est vraiment un futon très très fin. Il faut que ce soit assez mou pour que tu puisses avoir envie de dormir dessus, mais il faut pas que ce soit trop mou pour que tu puisses avoir envie de faire la sieste dessus, c'est ce qu'il nous disait. Et donc vraiment ma chambre c'était très simple, c'était ce lit, une table de chevet et une douche. Et donc, une fois que t'arrivais la nuit, c'était le moment que t'attendais le plus au monde. Moi, la faim me faisait pas trop mal parce que je l'avais beaucoup subi avant dans mon voyage. Là, c'était vraiment dormir, quoi. Et même quand tu dors, il faut que tu dormes avec ta tenue que tu as pendant la journée, parce qu'il faut savoir qu'on a une grande tunique blanche. Il faut que tu dormes avec la tenue que tu portais pendant la journée. Donc, c'est très particulier. Et tu dors donc à peu près entre 5 et 6 heures par nuit. Si tu arrives à t'endormir à 22 heures et si tu arrives à te lever directement à 4 heures. Mais il se passe que tu n'as le droit de te mettre au lit qu'à 22 heures. Mais donc forcément, tu dors pas directement. T'es dans une certaine position. Il faut que tu dormes dans une certaine position. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle sur toi qui est total, même au moment de ton sommeil. Mais cette tenue, tu ne la changes jamais du coup? En fait, tu en as 2 et tu as 2 tenues qui sont similaires que pour le coup tu achètes. Donc et tu avais le droit j'en avais acheté une et après tu pouvais en louer pour que dalle, hein, pour quelques centimes parce que c'était juste pour payer les frais de lavage et effectivement tu ne changes jamais, c'est tout le temps la même tenue. Donc effectivement tu peux peut-être en porter une pendant 2 jours
Après, l'autre, tu l'as mise à laver, donc tu enchaînes, mais tu n'as le droit de rien porter d'autre. C'est-à-dire que moi, les gens qui sont venus, je les ai jamais vus porter un pantalon, un t-shirt, à moins que le t-shirt un t-shirt blanc faisait partie de leur tenue. Non, tout le monde était habillé pareil, quoi. Il y a eu des fois où tu avais envie de parler, parce que donc là, il y avait vœu de silence. Est-ce que il y a eu des fois où tu as un petit peu dérogé à la règle ? Alors sur la fin, oui. Au début, non. Vraiment, il y avait des gens qui dès le début n'arrivaient pas à tenir la parole. On était, quand on mangeait, j'allais dire le midi, mais bon, à 6h du mat, on était donc, pareil, les mecs et les meufs étaient séparés. Et il y avait un ou deux gars qui, pour le coup, n'arrêtaient pas de parler, quoi. Qui, eux, ne respectaient pas ce truc-là. En plus, ils nous avaient mis une pression, nous disant vous avez un badge, ce qui était vrai, on avait un badge chacun sur nous, qui disait qu'on était apprentis. Et ils pouvaient changer de couleur, comme un carton jaune, comme un carton rouge, si on parlait. Et moi, je tenais. Et sur la fin, j'ai brisé le silence. Le jour où j'ai su que je partais, parce que je suis parti plus tôt que prévu, le jour où j'ai su que j'allais partir, j'ai brisé le silence, parce que je me suis dit, bon, bah, je vais jamais pouvoir reparler à ces personnes, notamment les internationaux avec qui on passait quand même toutes nos journées ensemble sans se dire un mot. Bah, le dernier jour, on a commencé à communiquer parce que beaucoup partaient aussi, vu qu'on venait de terminer un cycle. Donc là, j'avoue, j'ai dérogé à la règle. On va revenir sur ton départ anticipé, je dirais. Avant, j'aimerais te poser une question sur la manière que vous aviez là-bas dans cette retraite avec ces moines. Pour vous laver, il y a quoi ? Il y a des douches, ça se fait au robinet, ça se fait comment en fait ? Ouais, c'est ça, on avait chacun une douche, enfin vraiment tout simple, hein, vraiment un pommeau. On avait une salle de bain où il y avait des toilettes et un pommeau de douche, vraiment aussi simple que ça. Donc vraiment, ouais, tu te lavais normal. Moi, j'ai découvert à la fin, parce que j'ai eu de l'eau froide tout le long, j'ai découvert à la fin que c'était juste un problème et qu'en fait d'autres gens avaient de l'eau chaude. Donc moi, je me suis dit, ah ouais, on a de l'eau froide, ça doit faire partie des circonstances, des conditions pour être encore moins dans le confort. Non, en fait, il y a vraiment de l'eau chaude, c'est juste que du coup, ça m'a rajouté... c'est-à-dire qu'après les journées qui étaient déjà très longues, j'avais même pas le bonheur d'avoir une bonne douche chaude, quoi. Il y a des choses plutôt rigolotes, des petits détails que tu as pu apprendre sur les moines et sur leur vie là-bas dans ces monastères ? Déjà, disons un truc, c'est qu'on a... Alors, je parle que de mon expérience, bien sûr, parce que l'expérience méditative, elle est propre à chaque personne, à chaque temple et tout. Moi, comment je l'ai vécu, c'est que je trouvais qu'à l'exception de peut-être une ou deux personnes, la majorité des moines, ils en avaient un peu rien à faire de notre vie. Dans ce que je comprends, mais ils étaient pas du tout agréables, ils étaient même plutôt assez méprisants envers nous, je trouve. Ils nous regardaient mal, quand on essayait d'avoir un peu des gestes, je sais pas, vu qu'on pouvait pas communiquer verbalement, on avait des fois des gestes un peu, voilà, je sais pas, sympathiques, on leur tendait un objet, on leur tendait un truc. Il y avait beaucoup de mépris, donc ça, je trouvais ça un peu marrant, parce que c'est pas l'image, on se fait toujours l'image des moines comme des gens pleins de sagesse, machin. Bon, c'est aussi des gens comme vous et moi, il y a des gens qui sont sympas, il y en a qui le sont pas. Ils ont pas non plus atteint un niveau de, si tu veux, de conscience suprême et de sagesse suprême. Il y a aussi des gens qui sont pas sympas, quoi. Et oui, il y a des choses, c'est qu'en fait, les moines, ils font... donc il y a l'aumône chaque jour, donc il y a des gens qui font un don, qui font des dons aux moines de repas, etc. chaque jour, et ils peuvent assister au repas. Donc c'est-à-dire que nous, on avait le moment du repas, il y avait une sorte de grande cafétéria, t'avais tous les apprentis thaïlandais, et t'avais donc les apprentis occidentaux comme nous. On était vraiment pas beaucoup, on était peut-être 10-15 sur des centaines, quoi. Et on est tous mélangés. Et à côté de ça, tu as la table des moines, qui font des chants, etc., puis qui mangent, et les gens assistaient à leur repas. Et en fait, ils pouvaient manger du McDo, quoi. Donc, selon ce que les gens donnaient, etc. Donc, des fois, t'avais vraiment des jours où ils mangeaient des burgers et tout. Nous, on les regardait de loin en mangeant notre riz qui n'avait pas de goût. C'était pas une image que t'aurais eu facilement de te dire, oui, les moines, ils mangent McDo et compagnie, quoi. Donc, je trouvais ça aussi intéressant de se dire que la pratique monacale, même si elle a plein de différences, elle est aussi très loin des clichés.
Et eux avaient leur portable et se prenaient en selfie aussi. Enfin, si tu veux, ils avaient des droits que nous on n'avait pas. Donc il y avait quand même beaucoup de clichés qui sont un petit peu morts pendant que j'étais là-bas. Est-ce que tu n'as pas eu peur à un moment d'être dans une certaine forme de consommation de cette expérience ? On est dans un monde de consommation que tu fuyais un petit peu en étant dans cette retraite ou en tout cas en étant dans ce voyage. Mais au fond, est-ce qu'il n'y avait pas cette sensation de consommer une expérience inédite ? Non, alors très bonne question et dans un sens, je pense qu'on n'y échappe pas. Je pense que j'ai beau dire oui, le tourisme ravage, etc. Je pense que je n'échappe pas à une dynamique qui me dépasse, qui est du mec qui va faire une retraite en Thaïlande, quoi. Donc je pense clairement qu'il y avait un peu de ça. Alors après, je sais pas si c'est tant consommé parce que encore une fois, il y avait pas de rapport d'argent, il y avait pas de rapport mercantile. Le lien qui m'unissait à ces personnes et qui m'unissait à l'expérience n'était pas un lien d'argent, mais était un lien purement de soumission, d'abandon. C'est-à-dire qu'en échange de tout ce qui m'était offert là-bas, l'enseignement, un lit, un repas, je ne donnais pas de moi comme portefeuille, mais je donnais de moi comme personne. C'est-à-dire que la condition pour laquelle je reste n'est pas de les payer, mais c'était de me soumettre aux règles. Donc, je trouvais que c'était quand même quelque chose assez intéressant parce que là, par exemple, je te parle depuis Paris, où je vis une partie de l'année. Jamais rien, on va me permettre de rester 10 jours dans un endroit si je paye pas. Donc, je trouvais que c'était quand même un modèle alternatif qui fait que on ne m'accueillait pas pour ce que j'étais d'un point de vue statut socio-économique. Ils ont jamais su ce que je faisais dans la vie, ils en ont jamais eu rien à foutre et tant mieux. On m'accueillait pour ce que j'avais à donner comme personne. Donc c'est peut-être une consommation, mais j'oserais dire un peu alternative parce qu'elle s'inscrit pas dans un système productiviste, capitaliste, etc., quoi. Alors tu le disais, ta retraite s'est terminée de manière un petit peu anticipée parce qu'en fait, tu as rencontré une fille lors de cette retraite. Alors je précise que c'est pas par rapport à elle que je suis parti plus tôt. Ça a été plutôt une conséquence du fait que je parte plus tôt. Moi, j'avais prévu de rester, je crois, 17 ou 18 jours. Parce que après, j'avais mon billet d'avion et je rentrais en France. Donc je me suis dit, vas-y, je vais maximiser le temps que je peux dans ce temple. Et j'étais vraiment dans cette logique, faut que tu ailles au bout de tes capacités, faut que tu ailles au bout, faut que tu souffres. Et ça faisait quand même 5 mois, alors j'ai pas souffert tout le temps, hein. Il y a eu des moments bien sûr très chouettes où c'est juste du pur chill et du pur bonheur, quoi. Au Brésil, avec ma famille, etc. Mais j'étais quand même, c'est vrai que j'avais quand même éprouvé mon corps à des sensations très compliquées d'affilée en fait. C'était ça qui était très compliqué, c'est que j'avais soumis mon corps à plein d'états, mais vraiment les uns après les autres. Donc ce qui peut être un peu compliqué nerveusement, cognitivement et tout. Et au bout d'un moment, j'ai eu un moment de souffrance assez dur pendant la méditation. Je me suis tordu de douleur, j'étais en pleurs, etc. Ce qui ne m'arrive jamais, hein. Je pleure jamais, je pleure peut-être une fois ou deux par an. Et à un moment, l'état de méditation m'a fait atteindre, dans la même heure, un état de bonheur complet. J'avais l'impression d'avoir résolu toutes les réponses de l'univers. Et une heure plus tard, m'a fait atteindre un niveau de destruction de mon esprit complet où j'arrivais plus à bouger, etc. Ça a duré longtemps. Et donc suite à ça, je me suis dit, ok, il va falloir au moins que tu arrives à la fin du cycle, qui est le premier cycle de 10 jours, le second cycle est de 21 jours. De toute façon, tu ne pourras pas faire les 21 jours parce que tu pars. Alors peut-être qu'il va falloir ne pas être trop gourmand cette fois et t'en tenir au cycle de 10 jours, qui est déjà énorme et qui est déjà un défi en soi, parce qu'il faut imaginer que les 10 jours, pour nous, c'est ressenti un mois, quoi. Parce que les journées sont extrêmement longues, parce qu'il n'y a pas de distraction, etc. Et en fait, au bout d'un moment, quand je me suis convaincu que 10 jours c'était assez, est arrivé le 10e jour. Et il y avait effectivement une fille avec qui c'est bizarre, mais on se regardait de temps en temps, mais on se parlait pas. Et bien sûr, moi j'avais vécu en Amazonie un peu
la misère affective, c'est-à-dire que la seule personne avec qui tu as un contact physique, c'est ton pote dans le sac de couchage d'à côté. Donc j'avais vu comment ça pouvait un peu défoncer le cerveau et se mettre un peu dans un état de dépendance affective où tu cherchais un peu des signes là où il n'y en avait pas. Et donc je me suis dit, je suis peut-être dingue, peut-être que voilà, je vois en elle une potentielle amie, fille, machin et tout, mais en fait on s'est jamais adressé la parole. Et donc le jour où je décide de partir, je vais la voir, je lui dis bah écoute, c'est peut-être bizarre, on ne s'est jamais parlé, mais j'ai l'impression quand même qu'on se regarde tous les jours. Donc je voulais te dire bah écoute, que c'était content de t'avoir rencontré, que si à l'avenir tu veux qu'on discute ou quoi, tu pourras prendre mon Insta quoi. Donc c'était complètement dénoté avec la situation dans un temple de demander d'un coup l'Insta, surtout que c'est pas un truc que je fais d'aller voir quelqu'un que je connais pas et tout. Et elle me dit ah mais complètement bien sûr, moi aussi je n'osais pas te le dire et tout. Donc c'était on a de ça enclenche une conversation et on se rend compte que en fait on a eu la même expérience, c'est-à-dire que on projetait chacun sur l'autre et on avait effectivement ressenti un truc un peu commun, une énergie commune ou quoi. Je saurais pas trop l'expliquer. Et donc moi je décide de partir. Au moment où je vais pour partir, elle part avec moi. Je vais pour partir du temple, j'ai récupéré mes affaires et tout. Elle est là aussi. Et elle me dit bah écoute, moi je vivais un enfer. Parce que voilà, quand on discute, elle m'apprend qu'elle vit un enfer, ce que je voyais pas de loin. Qu'elle vivait un enfer à méditer, que ça la mettait dans des états extrêmement durs, que elle savait pas pourquoi elle s'infligeait toute cette douleur-là et tout ça. Et donc quand on a parlé, en fait ça l'a motivée à partir elle aussi et à pas subir pour rien. Et donc voilà l'état dans lequel on est quand on quitte le temple. Moi vu que j'avais pas du tout prévu j'avais vraiment prévu de quitter le temple, rester 2 jours à Chiang Mai et de prendre l'avion. J'avais vraiment là à ce moment-là, j'ai prévenu personne, j'en ai même pas parlé à mes proches que j'étais sorti, qui savaient que je faisais la retraite. Et elle me dit, écoute, il y a un village qui s'appelle Pai, dans le nord de la Thaïlande, donc encore plus haut que Chiang Mai, qui est déjà dans le nord, assez proche de la frontière birmane. Et c'est un village hippie au creux des montagnes, tu vas voir, c'est génial. J'y étais 1 semaine et tout. Donc moi je connais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler. Et donc on prend une sorte de car pour aller là-bas. Et il se passe que donc bon déjà d'un point de vue émotionnel, c'est un peu compliqué après avoir été tout seul pendant 10 jours à rien dire et d'un coup de te retrouver avec quelqu'un dans un autre truc, c'était un peu compliqué pour moi, et d'autant plus en fait dans un village qui était effectivement un village hippie, tu vois, qui était un repère vraiment, je saurais pas comment le dire autrement, mais là on est vraiment dans la consommation de l'expérience pour le coup, de blancs, occidentaux, touristes et tout. J'avoue que du coup sans m'en rendre compte, je fais partie de l'expérience parce que je débarque dans le truc. Mais je suis pas resté longtemps parce que ça me gênait. Je découvre qu'en fait c'est un village où il y a 3000 habitants normalement, thaïlandais donc, mais qu'en période de haute saison, il y a 300 000 habitants, enfin touristes. Waouh. Donc ce qui te donne une idée de la manière dont c'est complètement ravagé, dont les prix sont largement élevés. Donc les restaurants, les bars, les cafés, les machins sont hors de prix. Pas pour des touristes, mais sont hors de prix pour les Thaïlandais. Et donc les Thaïlandais se retrouvent à n'être que des gens derrière le comptoir, quoi. Et donc il y a un côté, si tu veux, où t'as envie de dire, bon, bah, tu vois, c'est l'ambiguïté du tourisme. Oui, c'est cool parce que ça donne du taf à beaucoup de personnes et à des gens qui peut-être n'auraient pas de taf ou galéreraient pour se faire de la thune. Et pour avoir parlé avec des Thaïlandais, il est vrai que t'en as quand même beaucoup qui te disent, bah moi c'est ça. Surtout dans cette partie de la Thaïlande, ils disent moi c'est ça, ou sinon je travaillerais dans les terres, donc je préfère vendre des smoothies et des brochettes pendant 3 mois et pouvoir vivre pendant 7 mois grâce à cet argent-là qu'autre chose. Et en même temps, l'endroit est ravagé, quoi. Tu n'as dans la rue que des touristes. Le soir, dans les rues de la ville, qui est une petite ville, même un village, je dirais, tu n'as que des Australiens, des Américains, des Français, des Européens, tout ce que tu veux, qui sont dans les rues, quoi. T'as pas du tout l'impression d'être en Thaïlande. Tu parlais à des gens, ils étaient tous en backpack depuis 6 mois là-bas, et ils te faisaient des grands propos sur la vie, mais la vérité c'est qu'en fait, ils vivaient juste pendant 6 mois dans un endroit à moindre coût, et ils interagissaient avec aucune personne qui vivait là-bas. Ils étaient entre Français et tout. Et donc, pour toutes ces raisons-là, moi, je voulais pas rester, je voulais pas passer mes derniers jours là-bas. Donc, on s'est un peu quitté là-dessus, dans très bon terme, mais elle est en mode, moi, je pense que je vais rester là-bas, je vais bosser, je pense, dans une auberge de jeunesse pour rester et tout. Donc, on s'est quitté là-dessus. Et après, moi, je suis retourné à Chiang Mai.
pour mes derniers jours. Et on se parle de temps en temps, on se prend de nos nouvelles et tout. Et je trouve qu'en même temps, c'est quelqu'un qui était super et tout. Et je pense que ça dit aussi quelque chose des rencontres en voyage où, avec plaisir, je la recroiserai et on se rencontrerait. Mais je pense que ça veut surtout dire que des fois, il y a des rencontres que tu fais à un moment donné qui n'ont pas besoin de durer dans le temps, mais pour t'apprendre un truc. C'est-à-dire que moi, je pense que j'ai été pour elle, à un moment, le déclencheur qui l'a autorisée à quitter le temple. Elle me l'a dit, sans ça, elle aurait pas quitté le temple et elle se serait peut-être infligée 10 jours en plus, un peu violent pour rien. Et moi, en même temps, elle a été une personne sur qui me reposer parce que en sortant du temple, je n'avais personne qui avait vécu ce que j'avais vécu et on s'est accompagné on a redécouvert un peu le monde. Alors je sais que ça peut paraître fou parce qu'on est resté que 10 jours, mais vraiment c'est tellement intense comme expérience que ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un qui comprenait ce que j'avais vécu. Et après, j'ai dû faire acte de liberté encore une fois, c'est-à-dire il fallait que je me retrouve tout seul. Voilà, je suis honnête. Il fallait que je me retrouve tout seul. C'est très dur après avoir vécu tout ce temps tout seul, etc., de te retrouver avec quelqu'un H24, à devoir entretenir une conversation et tout. Donc ça, je pense qu'elle l'a compris et j'avais besoin de réexercer mon libre arbitre. Et ça a finalement été le dernier geste de liberté de mon voyage, qui a été de dire 2 jours avant de partir, tu sais quoi, je me casse. je repars et voilà, il faut que je vive les derniers jours pour moi, quoi. Cette aventure, je l'ai vécue aussi seule et il faut que je la termine seule. Ça fait une grosse demi-heure qu'on est ensemble, une grosse demi-heure que je t'écoute, j'écoute ton récit, je t'écoute parler et je découvre que tu es quelqu'un vraiment qui a l'air d'apprécier, de parler. Ça a dû être extrêmement dur quand même cette retraite là-bas avec les moines dans un monastère, avec le vœu de silence. Quand on aime parler, quand on fait partie de ces personnes qui aiment parler. Carrément. Alors moi j'adore parler aux gens, j'adore que les gens me parlent, j'adore que les gens m'apprennent des trucs, j'adore les rencontrer, etc. Donc je suis quelqu'un de très très sociable et je suis vraiment un être social. Donc c'est vrai que d'un coup c'est compliqué de pas parler. Disons que, alors un truc qui a été cool quand même que j'ai appris, c'est que tu peux quand même communiquer d'autres manières. Dans les regards, dans les petites attentions, de passer un objet à quelqu'un, de sourire, de rigoler. Tu peux vraiment passer de la communication non verbale. Alors on est d'accord, on t'aura pas les plus grandes discussions, mais ça m'a quand même poussé mon corps, si tu veux, à m'exprimer différemment et à trouver des moyens de connecter avec des gens. Donc j'ai quand même connecté avec des gens, c'est de fil, on est la preuve, mais il y a eu d'autres gens où on a connecté avec des petites mimiques quand tu manges, quand tu machin. Le plus dur n'a même pas été, je vais te dire, de ne pas parler. Le plus dur a été de n'avoir aucun échappatoire pour enregistrer ce que je vivais. Parce que parler, par exemple, c'est un moyen d'enregistrer ce que tu vis parce que tu le communiques à quelqu'un. Et donc c'est dans ta mémoire, c'est dans la mémoire de la personne et tu fais ce travail-là. Moi, si je parle pas, j'écris. En écrivant, je parle, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets. Mais là, je pouvais pas écrire non plus. Et puis, je pouvais pas non plus prendre de photos. Et je pouvais pas non plus enregistrer des sons. En plus, étant journaliste à la base, c'est vrai que je suis un peu matrixé à la base par le fait de devoir enregistrer une expérience. Mais j'ai appris à ne pas le faire pendant ce voyage. Moi, le plus dur, je pense, je te jure, c'était de pas écrire. Parce que je prenais beaucoup de notes pendant mon voyage. Et là, dans ma tête, si tu veux, j'étais en train de vivre des trucs, des émotions tellement intenses. Et je me suis dit, oh putain, je peux pas les écrire. Je vais les oublier. Et ça, c'était très dur. Alors pour autant, tu ne pouvais pas écrire sur le moment, mais là actuellement, tu es en train d'écrire un livre qui raconte un petit peu l'ensemble de ces aventures de tour du monde, des aventures qui ont duré 6 mois. Donc il n'y a pas que la retraite, mais il y a aussi le reste de tes aventures. On aura la chance de pouvoir le lire quand, d'après toi, cet ouvrage que tu es en train de rédiger actuellement et qui demande un énorme travail? Alors justement, voilà, tu as la réponse à ta question. Sachant que ça donne un énorme travail, un travail bien sûr d'écriture, là je suis sur la fin. Je sais pas encore comment ça va se placer d'un point de vue d'édition, de calendrier, etc. J'ai vraiment envie que ce livre il existe. C'est pas de dire moi Roberto, je vis des trucs, machin, on s'en fout un peu. C'est de raconter comment, si on décide de se soumettre à des expériences, si on décide de se soumettre à des lieux, des rencontres, des environnements, des trucs, on change. On n'est plus la même personne, notre corps il évolue, notre esprit il évolue, et fondamentalement c'est ça que j'ai envie de raconter.
Roberto Garçon, c'est comme ça qu'on va te découvrir sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Et forcément, vous aurez le lien sur les réseaux sociaux des aventuriers dans cet épisode. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Roberto, aujourd'hui. Merci de nous avoir raconté tes aventures avec ce monastère là-bas en Thaïlande pour cette retraite avec ce vœu de silence. Merci et puis on te souhaite d'excellentes prochaines aventures. Bon bah écoute, merci beaucoup à toi, merci de m'avoir laissé un peu le temps effectivement de parler, il fallait visiblement que je rattrape la retraite. Et voilà, merci à toi pour ton podcast et voilà, de dire aux gens, écoutez, vivez des aventures aussi, quoi, il n'y a rien qui vous en empêche, donc allez-y. À très bientôt, Les Aventuriers revient très vite, dans un mois, un podcast produit par La Fabrique Audio, et d'ici là on se retrouve sur l'ensemble des plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, notamment sur l'appli Spotify pour laisser des commentaires à chaque épisode. À très bientôt, salut. Les Aventuriers. Un podcast de La Fabrique Audio en partenariat avec TV5 Monde. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts, lafabriqueaudio.com. Vous avez une aventure à nous proposer? Une destination à nous faire découvrir? Contact @lafabriqueaudio.com. lafabriqueaudio.com